bienvenue dans ce 101%. Alors aujourd'hui on aura la critique de Wizorb sur le XNA, Temps perdu et Retro Magic sur les X-Men. Et tout de suite c'est les news. Tiens, j'avais encore oublié les news moi. Après le retour remarqué de Cassius Belli en décembre de l'année dernière, les rôlistes vont encore avoir de la lecture avec la sortie du 4e numéro de Dissident, le magazine de la culture rôliste. Publié tous les 4 mois, ce MOOC de 164 pages, mitonné par une bande de passionnés, est plein à craquer de critiques, dossiers, articles de fond et scénarios. Ce nouveau Dissident est consacré à la thématique de l'argent du jeu de rôle et continue d'imposer le magazine comme l'une des publications essentielles pour tout amateur de loisirs de l'imaginaire. Voici maintenant de nouvelles images de Realms of Ancient War, ou RAW, le prochain hack and slash développé par Wizardbox. On y découvre quelques-uns des lieux que proposera cette aventure définitivement orientée Heroic Fantasy. RAW vous offrira en effet la possibilité d'incarner au choix les classiques guerriers, magos et rogues, dans une succession de missions où il vous faudra tailler votre chemin à travers des hordes de monstres. Prévu pour ce début d'année sur PC, PSN et XLA, RAW devrait également proposer de la coop jusqu'à 2 joueurs en local. Si l'on ne prend pas de déplaisir à regarder ces images issues du tout dernier trailer en date, on attend tout de même d'avoir une version entre les mains pour savoir si RAW arrive vraiment à se différencier de la multitude de hack and slash à l'ambiance Heroic Fantasy sortie jusqu'à maintenant. Si vous avez déjà consulté notre critique de Mario et Sonic au JO de Londres, alors vous êtes déjà au courant que la version Wii ne nous avait pas totalement convaincus. En effet, ce party game développé par Sega ne brillait pas vraiment par ses qualités et ne proposait au final que peu de jeux vraiment intéressants, en plus d'afficher des graphismes plutôt vilains, même pour de la Wii. À l'approche des véritables Jeux Olympiques de Londres, qui prendront place à partir du mois de juillet, c'est la version 3DS qui s'apprête à débarquer sur la console portable de Nintendo. Assez différente de la version console de salon, cette adaptation proposera non seulement des sports différents, mais changera aussi radicalement leur gameplay 3DS oblige. Plus court, plus intuitif et plus fun, les minigames de Mario et Sonic se rapprocheraient plus de ceux d'un WarioWare, et c'est une très bonne nouvelle. Il ne reste plus qu'à attendre le 10 février prochain pour savoir si cette version sera supérieure à celle de la Wii. Alors tout de suite c'est la critique de Wizorb. Je connais pas du tout. Hein. Qu'est-ce que je lis? C'est un jeu indé, tiens. Tiens, j'aime bien moi les jeux indés. Allez, on regarde ça tout de suite. Sorti fin septembre 2011 sur le XNA, la plateforme de jeux indé du marché Xbox Live, Wizorb est disponible en téléchargement sur PC depuis novembre dernier, ainsi que sous Linux et Mac depuis fin décembre. Quelle que soit la plateforme, le jeu est accessible pour moins de 3 € et se présente comme une production 100% indé, rétro dans l'âme et pixel art en diable. Le jeune studio derrière ce casse-brique RPG, dont il s'agit du premier titre, se nomme Tribute Games. Un nom qui ne cache rien des intentions des développeurs, bien décidés à rendre un vibrant hommage aux jeux de leur enfance, époque 8-16 bits, Arkanoid en tête. À la tête du studio, on trouve Jonathan Lavigne, un développeur montréalais, ex-Ubisoft, qui a auto-publié en 2010 sur PC le jeu de plateforme Ninja Senki. Sur Wizorb, il s'est occupé du game design et des graphismes, sachant que 4 autres personnes ont participé au développement, dont le fameux Paul Robertson, bien connu des amateurs de pixel art. Cet artiste australien, présenté dans un Katsuka diffusé sur No Life en juin 2010, visible sur No Life Online, est considéré comme un dieu du pixel art animé. Assez trash, fortement influencé par la culture manga jeux vidéo, il a collaboré à de nombreux jeux, dont le Scott Pilgrim vs The World, sorti par Ubisoft sur PSN et XBLA en 2010, à la production duquel Jonathan Lavigne a également participé. On reconnaît aisément le style de Paul Robertson sur Wizorb, même si le jeu de Tribute Games s'avère bien plus kawaii kikinu que les créations habituelles de l'artiste. Cette critique a été réalisée à partir de la version XNA. Pour le télécharger, il conviendra de lancer une recherche en tapant le nom complet du jeu dans le marché jeux de la Xbox 360. Les versions PC, Linux et Mac peuvent, elles, être téléchargées à partir de différentes boutiques en ligne, accessibles via le site officiel du jeu. Elles peuvent se jouer à l'aide d'un pad, du clavier, mais aussi et surtout de la souris. Wizorb se présentant comme un casse-brique RPG, il propose du coup un scénario, ainsi que la possibilité de dialoguer avec des NPC. Vous incarnez un vieux mage, Cyrus, versé dans la magie noire, mais aussi dans la magie blanche, qui plus est spécialisé dans un art secret appelé Wizorb, qui lui permet de se transformer en baguette magique, pour propulser et renvoyer un orbe dans les niveaux.
Cyrus est le dernier espoir du royaume maudit de Gerudo, ravagé par les démons, dont le roi et ses sujets ont mystérieusement disparu. Le chevalier Owain, chargé de le sauver, n'est en effet jamais revenu de sa quête. La partie débute dans le village Taro. En ruine, ce dernier abrite tant bien que mal des villageois désespérés qui ne demandent qu'à reconstruire leurs fermes, auberges et autres magasins. Mais pour cela, il faudra les aider en leur donnant de l'or que vous pourrez récolter dans les contrées avoisinantes, comme le village Clover, la forêt des slimes, les mines décrépites ou encore le château maudit lui-même. 5 environnements en tout sont proposés, comprenant chacun 12 niveaux plus un boss. Une fois une zone totalement explorée, il est possible de retourner au village afin de distribuer l'or récolté et ainsi participer à sa reconstruction. Notez que vos actions auront une répercussion sur la fin du jeu, Wizorb en proposant plusieurs. Wizorb est d'abord et avant tout un casse-briques, avec quelques éléments issus du RPG japonais. Parmi ces derniers, on trouve le village Taro à explorer, avec ses NPC et ses boutiques. Une fois un bâtiment reconstruit, il sera possible de le visiter pour discuter avec un personnage ou acheter des items. Dans les environnements casse-briques, on pourra également faire usage de la magie pour peu que sa jauge le permette. Située comme il se doit en bas de l'écran, la raquette, ou plutôt la baguette magique, permet de renvoyer l'orbe afin de détruire des briques de consistance variée ainsi que les ennemis rôdant à l'écran. Chacun des 13 niveaux de chaque environnement prend l'apparence d'un écran fixe, parfois doté de portes fermées, qu'il conviendra d'ouvrir à l'aide d'une clé ou d'un mécanisme activé. Si l'on parvient à faire rebondir l'orbe sur une porte ouverte, cette dernière laisse apparaître une grotte blindée de bonus à récolter ou une boutique. À l'intérieur de ces dernières, on pourra dépenser son or afin d'acquérir des vies supplémentaires, une jauge de magie complète ou un pouvoir spécial, comme une baguette allongée, une baguette glue, 3 orbes à la place d'un et ainsi de suite. Sachez que si vous perdez une vie, la baguette perdra aussi son pouvoir. Une fois détruites, les briques laisseront tomber de temps en temps des bonus qu'il conviendra d'attraper avant qu'ils ne sortent de l'écran, comme des vies, des rubis, des pièces d'or ou encore des fioles de magie pour recharger sa jauge. Car il sera possible à tout moment de lancer des sorts, celui du feu et celui du vent. En appuyant sur le bouton A, le joueur projettera des boules de feu à l'aide de sa baguette pour détruire des briques. Le bouton B permettant quant à lui de déclencher des bourrasques de vent pour influer sur la direction prise par l'orbe. Si vous décidez d'appuyer sur ces boutons au moment où l'orbe touche la baguette, l'orbe lui-même se verra conférer un pouvoir temporaire. Avec le feu, il passera en mode fusion et pourra ravager une ligne de briques comme un rayon laser dans un shoot. Avec le vent, il se transformera en libellule que l'on pourra contrôler durant un petit laps de temps. Après avoir perdu une vie, il sera aussi possible de téléporter son orbe où l'on veut à l'écran, si sa jauge de magie le permet bien entendu. Et puis, comme dans un casse-brique classique, les briques laisseront de temps en temps tomber des malus pour rétrécir sa baguette ou vider sa jauge magie. Avec ses graphismes rétro, ses animations soignées et ses musiques chiptune, Wizorb joue clairement la carte nostalgie. Et ça marche! Le jeu est très beau et dégage une ambiance fantasy rappelant des RPG japonais tels que Dragon Quest IV ou encore The Legend of Zelda A Link to the Past. Grandement enrichi par sa dimension magie, le gameplay casse-brique fonctionne à merveille et permet bien sûr de donner des effets à son orbe. Le côté RPG du jeu en revanche s'avère peu développé et on regrettera les interactions limitées dans le village. On aurait par exemple apprécié qu'un système de quête-défi soit proposé via les villageois. Mais pour moins de 3 €, on aurait tort de ne pas donner sa chance à ce jeu indé complet et bien ficelé, sachant que sur XNA, il est possible d'en télécharger gratuitement la démo pour se faire un avis. Si vous souhaitez en revanche un casse-brique moderne qui déchire avec une réalisation plus actuelle, on ne saurait trop vous conseiller l'excellent Shatter sorti sur PSN et PC en 2009. Et donc là, c'est No Life... c'est pas No Life Employé RL. Oui, c'est vrai, ça a changé. Je suis toute chamboulée là, donc là, c'est Temps Perdu. Bonjour, vous n'êtes pas star du foot, encore moins riche héritier, surtout pas gagnant du loto, ni même, machin vous en préserve, élu politique cumulard. C'est dommage, n'est-ce pas? Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au Temps Perdu. La passion, c'est bon, disait il n'y a pas si longtemps que ça un ami à moi que j'ai, et comme souvent, il avait raison. En effet, si, lorsqu'on est en mal d'inspiration, la passion peut déplacer des montagnes, en revanche, quand on a du mal à trouver ses mots, la passion, c'est cool parce qu'on aime un truc et grâce à ça, on fait plein de machins.
preuve en est aujourd'hui avec le déjà célèbre Abobo's Big Adventure, dont nous vous annoncions l'arrivée imminente il y a 2 semaines. Et s'il s'agit d'une rediff, faites comme si je n'avais rien dit. Toujours est-il qu'Abobo est arrivé sur la toile et que c'est beau, c'est bon, c'est bien, ce qui fait un triple B certes moins bon qu'un triple A, mais de toute façon on l'a perdu, alors bon. Et pour un triple B, il nous semble nécessaire aujourd'hui de consacrer l'intégralité de cette rubrique à cette œuvre vidéoludique. Oh ben non, diront certains, une fois n'est pas coutume, répondront les spécialistes des phrases toutes faites, et je fais ce que je veux, répondront nous, car oui, je suis plusieurs, donc nous. D'abord, Abobo's Big Adventure, c'est quoi? C'est, d'après ses développeurs, l'ultime hommage fait à la NES. En effet, ici, tout est sujet à référence ou parodie aux jeux que les consoleux de première génération ont connus. Chacun des 9 niveaux présentés vous fera découvrir ou redécouvrir les gameplays de plusieurs légendes de l'époque. Cela va de Double Dragon, bien sûr, à Contra, en passant par Zelda et Mega Man. Ensuite et surtout, c'est un projet dont le développement aura couru sur une dizaine d'années, de ses premières idées à son lancement officiel. Enfin, c'est un nom de dieu de vacherie de bon jeu de sa race. Dans Abobo's Big Adventure, vous incarnez donc Abobo, ou Bouboule pour faire plaisir à Sylvain, grand méchant incompris qui apparut pour la première fois dans le cultissime Double Dragon. Si par malheur vous ne connaissiez pas ce monument du jeu vidéo, filez de suite faire un petit tour sur No Life Online pour voir et revoir les émissions diffusées dans le cadre de la soirée spéciale qui lui a été consacrée. Allez, un peu d'autopromo, ça peut pas faire de mal. Et Abobo donc, il est tout vénère parce que son fiston vient d'être enlevé par des vilains pas beaux. À vous donc de latter à tour de bras tout ce qui vous tombera sous la main. Voilà pour le scénar et c'est déjà pas mal. Ici, les clins d'œil, les parodies, les hommages en tout genre sont permanents. Bien entendu, on peut les trouver dans le gameplay et le design de chaque niveau, mais aussi dans l'apparition de différents personnages emblématiques de l'époque, comme Dig Dug ou le fongiforme Toad de Mario. On notera aussi l'apparition du Konami Code dans le niveau inspiré de Contra. Bref, une énorme remise à niveau de votre culture vidéoludique qui va à fond les ballons et qui balance une vanne, bonne ou mauvaise d'ailleurs, toutes les 20 secondes. Alors oui, le jeu se finit un peu vite en fonction de vos skills de joueur, mais la fameuse replay value est là et bien là. Non seulement parce que qui dit jeu à l'ancienne dit défi à l'ancienne, bien hardcore, j'attends d'ailleurs de voir si certains réussiront à one-créditer Abobo, mais aussi grâce à la myriade d'achievements en tout genre dont est parsemée l'aventure. Ajoutons à cela un mode versus à débloquer, la possibilité d'utiliser un pad, on nous explique même comment brancher un vrai pad NES, et pour les plus riches d'entre vous, un mini-jeu supplémentaire à télécharger si vous faites un don. Et croyez-moi, nous tenons bien là l'une des meilleures productions vidéoludiques que jamais vues sur la toile. Bien sûr, les plus jeunes d'entre vous qui n'auront pas connu cette époque lointaine et glorieuse du règne des 8 bits s'ennuieront peut-être un peu, mais de toute façon, il reste préférable de déconseiller le jeu aux âmes les plus sensibles. Donc, je m'adresse enfin à vous, amis vieux, foncez découvrir la grosse aventure de Abobo, vous ne le regretterez pas, et surtout vous y passerez plein de temps. Ce qui, vous vous y attendiez un peu, tombe plutôt bien vu qu'il ne faudrait pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Donc là, on va regarder Retro and Magic sur les X-Men. Bon, j'y connais pas. Sur les X-Men. Les X-Men. Oh, désolé, j'y connais rien. C'est moi, j'ai vu que le film des X-Men, alors je crois que je vais me faire taper pour ce que je viens de dire. Surtout que j'ai beaucoup d'amis qui adorent les X-Men. Les X-Men, pardon. Désolé. Avec déjà 5 films et plusieurs séries animées, les X-Men font partie des super-héros Marvel les plus connus du grand public. Créés en 1963 par Stan Lee et le génial dessinateur Jack Kirby, les X-Men sont des mutants, des humains possédant des capacités hors du commun rassemblés par le professeur Charles Xavier pour combattre pour un monde meilleur où les humains normaux et mutants pourraient cohabiter dans la tolérance. Les X-Men ont fait l'objet de plusieurs adaptations en jeux vidéo, nous allons en passer en revue quelques-unes.
La carrière des X-Men en jeu vidéo commence en 1988 sur NES avec The Uncanny X-Men, sorte de clone d'Ikari Warriors mettant en scène les mutants. Extrêmement difficile et mal réglé, ce jeu n'est pas resté dans les annales. Le jeu proposait un mode 2 joueurs, et chose assez rare à l'époque pour être soulignée, en mode solo, une IA prenait le contrôle de l'autre personnage. En 1989 et 1991, Paragon Software développera 2 jeux X-Men pour ordinateur, Madness in Murder World et The Fall of the Mutants. Ces jeux se distinguent de leurs homologues consoles par un gameplay axé sur l'exploration et un petit côté RPG. Le joueur va en effet sélectionner 5 personnages parmi les 15 proposés, chacun ayant ses capacités propres. The Fall of the Mutants propose 2 modes de résolution des combats, un mode arcade où les X-Men affrontent leurs adversaires en vue de côté façon beat'em up, et un mode tour par tour similaire à un RPG classique. Les X-Men reviennent en 1992 sur console 16 bits dans un titre qui les voit joindre leurs forces avec Spider-Man pour vaincre le diabolique Arcade qui souhaite les soumettre à un petit jeu mortel. Le joueur pourra donc choisir d'incarner Spider-Man, Cyclope, Wolverine, Tornade ou Gambit. Chaque personnage possède des pouvoirs propres comme le Spider-Sense de l'homme araignée qui lui indique la direction de son objectif suivant. Chacun devra en outre faire face à des épreuves différentes. Globalement de bonne facture, Arcade's Revenge est un petit jeu sympathique dans l'univers des comics Marvel. Les X-Men reviennent sur Super Nintendo en 1994 avec Mutant Apocalypse, un beat'em up incorporant quelques éléments de plateforme. Le maléfique Apocalypse ourdit de sombres plans sur l'île de Genosha, et le professeur Xavier envoie Cyclope, Wolverine, le Fauve, Psylocke et Gambit pour contrecarrer ses plans. Développé par Capcom, Mutant Apocalypse propose une belle qualité graphique malgré des personnages au look disgracieux et bodybuildé. Le jeu est en outre très difficile. Pendant ce temps, sur Mega Drive, Sega développe ses propres jeux estampillés X-Men sous l'égide d'Ed Annunziata. Magneto, l'ennemi juré des X-Men, a pris le contrôle de la salle des dangers et a piégé les X-Men dans des simulations mortelles. 4 personnages sont jouables, Cyclope, Wolverine, Gambit et Diablo. Les pouvoirs de chacun sont bien restitués. Gambit peut lancer des cartes explosives et Diablo se téléporter par exemple. Très joli visuellement, X-Men sur Mega Drive est l'un des meilleurs titres mettant en scène les mutants. Le jeu est également connu pour un passage que n'aurait pas renié Kojima Hideo. À un moment, le joueur est censé redémarrer l'ordinateur de la salle des dangers et pour ce faire, il doit en réalité presser le bouton Reset de sa console. Deux ans plus tard, Sega et Annunziata récidivent en proposant X-Men 2 Clone Wars. Le Fauve et Psylocke viennent s'ajouter aux personnages jouables, et les X-Men doivent stopper la Phalanx et son armée de clones qui sont en train de construire de nouvelles sentinelles dans leur base secrète. Pour triompher, la clé sera de choisir le personnage le plus adapté à chaque niveau. Encore une fois, on a affaire à un excellent jeu qui trouvait de nouvelles manières de surprendre le joueur. Par exemple, le jeu commence in media res, à peine la cartouche enfoncée dans la console. Ce n'est qu'après avoir complété le premier niveau qu'apparaissent le logo Sega et l'écran titre. Mais les X-Men n'ont pas connu que des adaptations sur ordinateur ou console, mais aussi en salle d'arcade, à commencer par le magnifique beat'em up de Konami sorti en 1992. Dans la droite lignée de ces jeux mettant en scène les Tortues Ninja, Konami propose un jeu de haute volée et superbement animé dans lequel les X-Men doivent contrecarrer les plans de Magneto qui a pris le contrôle de sa propre armée de robots sentinelles et a capturé Xavier et Kitty Pryde. 6 personnages sont disponibles, Cyclope, Wolverine, Colossus, Diablo, Tornade et Dazzler. D'ailleurs, différentes versions de la borne existent, autorisant 2, 4 ou même 6 joueurs simultanément. Autre classique incontournable de l'arcade, X-Men Children of the Atom, et cette fois-ci un jeu de baston 2D signé Capcom, qui démontre une fois de plus sa maîtrise du genre. Graphiquement splendide, avec des animations d'une fluidité qui ravit l'œil, et proposant un gameplay dynamique et fun tout en restant technique, Children of the Atom proposait également des arènes destructibles pour des affrontements toujours plus spectaculaires, super pouvoir oblige. Le jeu allait ouvrir la voie à de nombreuses suites et crossovers, de X-Men vs Street Fighter à Marvel Super Heroes, et bien entendu, la série des Marvel vs Capcom.
Histoire d'être exhaustif, mentionnons également les titres mettant en scène Wolverine en solo, à commencer par le jeu qui porte son nom sorti en 1991 sur NES. Il s'agit d'un jeu de plateforme action très difficile, pour ne pas dire frustrant, dans lequel notre ami le glouton s'oppose à Magneto et à Dents de Sabre. Les développeurs de ce jeu lui donnent une suite sur 16 bits avec Wolverine Adamantium Rage. On y retrouve Wolverine en quête de son passé, ce qui le conduira à explorer les laboratoires du projet Arme X, les forêts canadiennes avant de se mesurer au Hellfire Club à New York. Le jeu offre à Wolverine un large panel de mouvements permettant de grimper aux murs tel Knuckles l'Échidné, et le héros peut également régénérer sa vie pour peu qu'il puisse se mettre à l'abri quelques instants. A noter que comme c'était souvent le cas à l'époque, malgré un pitch similaire, les versions Super Nintendo et Mega Drive étaient développées par deux équipes distinctes, ce qui a donné deux jeux assez différents. Mais protéger les différences, c'est aussi l'addition des X-Men. Moi j'ai découvert plein de choses là dans ce 101% Wizorb, plein de jeux pour perdre mon temps, ça c'est précieux. Et puis les X-Men, pardon. Donc c'est cool. Puis je vous dis à la prochaine.